Il était tard dans la soirée et elle venait de finir de laver les assiettes dans la cuisine quand elle entendit sa belle-mère, Catherine, parler à son père, Silas, dans leur chambre. « Silas, cet arrangement ne peut plus continuer. » La voix de Catherine était sèche. « Je ne t'ai pas épousé pour élever l'enfant d'une autre femme. Elle mange ce que Ryan et Miracle devraient manger. Elle prend de la place. Je veux qu'elle parte. » Esther se figea près de la porte, son cœur battant la chamade dans sa poitrine. Elle serra fermement le torchon, ses doigts tremblants. Pendant un instant, elle s'attendit à ce que Silas élève la voix, la défende, rappelle à Catherine qu'Esther était aussi sa fille. Mais tout ce qu'elle entendit fut le silence. Ce silence la transperça plus profondément que n'importe quelle insulte n'aurait jamais pu le faire. Elle recula doucement puis retourna dans son petit coin du couloir qui lui servait de chambre, les larmes se formant mais refusant de couler. Elle avait appris depuis longtemps que pleurer ne changeait jamais rien. Cela ne faisait que rendre Catherine plus haineuse envers elle. Cette nuit-là, Esther était allongée sur le fin matelas en mousse posé sur le sol, fixant le plafond taché. Elle serra fort son oreiller effiloché, l'odeur de vieux tissu étrangement réconfortante. Des souvenirs de sa défunte mère l'envahirent. Sa mère lui chantait des chansons tous les soirs, l'appelait « ma fille en or », lui murmurant toujours « tu brilleras un jour », peu importe ce que le monde essaiera de te faire. Mais sa mère était partie maintenant, enterrée avant qu'Esther n'ait 10 ans, et la vie était devenue une série de rebuffades et d'ordres colériques. Catherine avait emménagé à peine un an plus tard avec 2 tout petits et un sourire dur pour Esther qui n'atteignait jamais ses yeux. Ryan, son fils, était toujours traité comme un roi, son assiette toujours plus pleine, ses vêtements plus neufs, sa voix toujours entendue. Et bien qu'Esther n'ait que 2 ans de plus que lui, elle était traitée comme une servante, sans droit, sans place, sans amour. En fermant les yeux, Esther se murmura « Je n'ai pas ma place ici, je ne fais que survivre. » Et cette phrase silencieuse allait bientôt devenir la première pierre de la fondation qu'elle se construirait, loin de la maison qui ne l'avait jamais voulu. Le soleil du matin filtrait à travers le rideau déchiré alors qu'Esther balayait le salon en silence, ses pensées lointaines et lourdes. Catherine entra, vêtue d'un pagne et tenant l'uniforme scolaire de Ryan. Ses yeux se plissèrent quand elle vit Esther. « Tu as touché mon sac hier, n'est-ce pas » accusa-t-elle. Esther leva les yeux, confuse. « Non, je ne suis même pas entrée dans ta chambre, » répondit-elle, surprise. Catherine entra en trombe dans sa chambre et revint quelques instants plus tard, tenant son sac à main. « Il manque 5000 néras. »« Ne me mens pas » cria-t-elle. Silas, lisant le journal sur la véranda, jeta un bref coup d'œil mais ne dit rien. Le cœur d'Esther se serra. Elle savait ce que c'était. C'était un autre coup monté. « Tu sais bien que je ne m'approche même pas de ta chambre. »« Pourquoi toucherais-je à tes affaires » demanda-t-elle, la voix tremblante. Catherine eut un sourire narquois et se tourna vers Silas. « Tu vois, assez audacieuse pour répondre maintenant. Cette fille devient un problème. Elle devient comme sa mère, ajouta-t-elle froidement. Le nom de sa mère la piqua. Il ne s'agissait pas seulement de l'argent, ça n'avait jamais été le cas. Il s'agissait de la faire disparaître complètement. Le soir venu, Catherine avait porté l'incident à l'attention des voisins. Imaginez une fille qui mange gratuitement chez moi, et qui maintenant vole en plus, se lamentait-elle bruyamment devant Madame Aujean, la voisine. Quand on laisse des serpents dormir sous son toit, un jour on se réveille mordu, ajouta-t-elle pour faire de l'effet. Silas se tenait à côté d'elle comme une statue, se tortillant mal à l'aise. Esther était assise sur les marches de l'entrée, les bras autour de ses genoux, écoutant l'humiliation publique se dérouler. Son visage brûlait de honte et ses poings étaient si serrés que ses jointures blanchissaient. Personne ne lui demanda sa version, personne ne s'en souciait. Ryan, debout près de la porte, la regardait avec un mélange de curiosité et de pitié, mais ne dit rien. Esther voulait crier, secouer Silas et le supplier de dire quelque chose, n'importe quoi. Au lieu de cela, elle se leva lentement et entra dans la maison. Catherine suivit quelques instants plus tard, ouvrant violemment le casier d'Esther, jetant ses vêtements un par un. « Commence à te préparer, dit-elle froidement. Tu partiras ce week-end. Je n'aurai pas de voleuse près de mes enfants. » Esther regarda Silas une dernière fois, mais ses yeux se détournèrent. À ce moment-là, son silence fut plus fort que les mots de Catherine. Elle ne l'oublierait jamais.
Vendredi arriva avec des nuages gris et le ciel correspondait à l'humeur d'Esther. Catherine n'avait pas perdu de temps. À midi, elle avait emballé les quelques vêtements d'Esther dans un sac en nylon et les avait placés près du portail. « Tu devrais me remercier de ne pas avoir appelé la police », siffla-t-elle en lui fourrant le sac dans les mains. « Et ne pense pas à revenir. Si je te vois près de cette propriété à nouveau, je te ferai enfermer. » Esther se tenait près du portail, son uniforme scolaire déjà taché et ses chaussures dépareillées. Silas s'appuyait contre la véranda, sirotant du thé comme si rien d'extraordinaire ne se passait. « Papa, dit-elle doucement, forçant sa voix à ne pas se briser. Puis-je au moins rester jusqu'à dimanche? S'il te plaît, je ne sais pas où aller. Silas la regarda comme si elle était une étrangère mendiant dans la rue. C'est pour le mieux, Esther, marmonna-t-il. Va-t'en. C'était tout. Pas d'au revoir. Pas de câlin, pas d'assurance de sécurité. Catherine croisa les bras avec un sourire narquois triomphant tandis que Ryan se tenait maladroitement à l'intérieur, observant tout se dérouler depuis le coin du rideau. Ils n'ont pas bougé. Personne ne l'a fait. Au moment où Esther est sortie, les cieux se sont ouverts. La pluie tomba fort, la trempant en quelques secondes, mais elle ne courut pas. Elle resta juste là, sac à la main, la peau froide, le cœur plus froid encore. Elle se mit enfin en marche, ne sachant pas où ses jambes l'emmenaient. Les voitures passaient à toute vitesse, éclaboussant de l'eau boueuse sur son uniforme, mais personne ne se retournait. Elle erra jusqu'à ce que les routes se transforment en flaques et que les lampadaires commencent à scintiller. Son estomac gargouillait et ses vêtements mouillés lui collaient aux os. Elle passa devant un vendeur qui lui jeta un regard suspicieux et elle détourna le visage de honte. Finalement, elle atteignit un vieux garage avec un grand kiosque en bois à côté. Il y avait un petit abri et semblait sec. Elle rampa dessous, serrant son sac, ses dents claquant. Le vent hurlait à travers les fissures et le son du tonnerre résonnait à travers la ville. Cette nuit-là, alors que la pluie lavait la poussière des rues fatiguées de la ville, Esther était allongée seule, trempée et grelottante, avec rien d'autre que son sac et la douleur de la trahison pour réchauffer sa poitrine. Personne ne savait où elle était. Personne ne demanda. Personne ne s'en soucia. L'air froid collait à la peau d'Esther comme un rappel cruel qu'elle n'était plus la responsabilité de personne. Sous le kiosque, elle était allongée, recroquevillée dans un coin où le vent était le plus faible. Son sac trempé lui servait d'oreiller et son estomac lui faisait mal à la fois de faim et de peur. Elle regardait la rue vide à travers les lattes de bois, observant les ombres des phares des voitures qui passaient jouer sur les flaques d'eau. Son esprit retourna à une époque où sa mère l'enveloppait dans une couverture, murmurait des prières et lui déposait des baisers sur le front. « Tu ne manqueras jamais d'amour, mon ange », avait dit sa mère une fois. Mais maintenant, l'amour était aussi lointain que la chaleur. Les vendeurs ambulants avaient remballé, la ville s'était endormie, mais Esther ne pouvait pas fermer les yeux. La goutte constante de la pluie tombant du toit frappait contre ses pensées comme les aiguilles d'une horloge, comptant chaque seconde où elle était seule. Elle sursautait à chaque bruit fort, imaginant que quelqu'un pourrait venir la chasser, ou pire. Au milieu de la nuit, un gardien de sécurité du bâtiment adjacent s'approcha avec une lampe de poche. « Et, qui est là » aboya-t-il. Esther se redressa rapidement, le cœur battant à tout rompre. « S'il vous plaît, je dors juste ici pour la nuit », dit-elle, la voix rauque et à peine audible. L'homme lui éclaira les yeux et vit sa petite silhouette, trempée et tremblante. Il soupira et baissa la torche. « Cet endroit n'est pas sûr, tu ferais mieux de trouver un autre endroit avant le lever du jour, » avertit-il, puis s'éloigna. Esther hocha la tête en silence, trop épuisée pour s'expliquer. Elle attendit qu'il soit parti avant de se blottir à nouveau dans le coin, se serrant fort dans ses bras. Ses larmes vinrent lentement cette fois, silencieuses et chaudes contre ses joues glacées. Ce n'étaient pas seulement des larmes de tristesse, c'étaient des larmes de quelque chose de plus profond. Elle se sentait effacée, rejetée, invisible. Quelque part, son père dormait dans un lit chaud à côté de la femme qui l'avait mise à la porte. Quelque part, des gens qu'elle appelait autrefois sa famille planifiaient leur journée suivante, comme si elle n'avait jamais existé. Mais Esther n'était pas brisée, pas encore. Dans cette obscurité, elle murmura, « Si personne d'autre ne se bat pour moi, je le ferai. » Le matin, la tête d'Esther lui faisait mal à cause du froid et ses membres étaient faibles. La faim était passée de son estomac à sa poitrine comme une lente brûlure. Elle se leva lentement,
épousseta sa jupe et erra dans les rues à la recherche de quelque chose de comestible. Au début, elle garda sa dignité, espérant que quelqu'un verrait le désespoir dans ses yeux et lui offrirait de l'aide. Mais au fil des heures et alors que sa vision se brouillait légèrement à cause du vide, elle abandonna sa fierté. Devant une rangée de boutiques en bord de route, elle s'approcha d'une femme qui faisait frire des accaras. « S'il vous plaît, madame, puis-je en avoir juste un ?»« Je n'ai pas mangé, » plaida Esther, la voix tremblante. La femme la toisa avec méfiance. « Vous les enfants, vous aimez trop faire pitié. Dégage d'ici avant que je te verse cette huile dessus, » aboya-t-elle. Esther recula de honte, les joues en feu. Rejetée non seulement par le sang, mais maintenant aussi par des étrangers. Plus tard dans la journée, Esther tomba sur un carrefour animé où des commerçants vendaient des fruits, des collations et du maïs grillé. L'odeur de plantain grillé lui tordit les entrailles. Elle se tint à côté d'un étal bancal, observant une femme d'une quarantaine d'années tourner du maïs sur du charbon de bois. La femme la remarqua qui rôdait. « Tu veux acheter ou tu veux voler ?» demanda-t-elle sans détour, mais pas méchamment. Esther ouvrit la bouche, mais rien ne sortit. Son corps répondit à sa place, s'effondrant faiblement à côté du tabouret de la femme. Mon Dieu, à l'aide !» cria la femme en s'agenouillant à côté d'elle. Quelques badauds curieux s'arrêtèrent, mais aucun n'intervint. La femme traîna Esther sous le parasol de l'étal et lui aspergea le visage d'eau. Après quelques minutes, Esther remua. « Désolée madame, je ne voulais pas vous faire peur, » murmura-t-elle. « Je n'ai juste pas mangé depuis hier. » La femme, ma belle, soupira et lui tendit un épi à moitié brûlé. « Mange ça avant de t'évanouir à nouveau. » Esther le prit avec des mains tremblantes. La chaleur, le goût, même les résidus de charbon de bois lui semblaient être la vie qui revenait en elle. « Tu ne ressembles pas à une de ces filles de la rue, » dit Mabel après une pause. « Quelle est ton histoire ?» Esther ne répondit pas complètement, se contentant de fixer le sol. Mais à ce moment-là, une offre de nourriture sans condition fut la première lueur de gentillesse qu'elle avait ressentie depuis des jours. Plus tard dans la soirée, alors que le soleil plongeait derrière les toits de zinc, Mabel emballait son maïs invendu et remarqua qu'Esther était toujours assise à côté d'elle, silencieuse, reconnaissante et manifestement sans nulle part où aller. « Tu prévois de dormir encore ici ce soir ?» demanda Mabel, pas méchamment. Esther hocha légèrement la tête. « Je n'ai nulle part où aller pour le moment, mais je peux vous aider demain. Nettoyez votre étal, allez chercher de l'eau, n'importe quoi. » Mabel l'étudia un long moment, ses yeux se plissant légèrement. « Quel âge as-tu » ? 14 ans, répondit doucement Esther. « Tu ne les fais même pas, » marmonna Mabel, puis se leva. « Viens, ma véranda est sèche et plus sûre que ce bord de caniveau. » Esther hésita, mais Mabel lui fit signe de la suivre. Elles marchèrent en silence jusqu'à ce qu'elles atteignent une petite structure en bois derrière le carrefour, un appartement d'une pièce avec une véranda étroite. « Tu dormiras ici » dit Mabel en désignant une natte qu'elle avait posée sur le sol en ciment. « Pas de bêtises. Je ne garde pas les voleuses. » Esther sourit faiblement. « Je ne suis pas une voleuse, madame, merci. » Cette nuit-là, Esther dormit enfin avec un peu de chaleur dans sa poitrine. Ce n'était pas du confort, juste moins de peur. Elle se réveilla à l'aube et balaya tout l'espace avant que Mabel ne se lève. La femme plus âgée fut surprise, mais le cacha derrière un grognement. « Tu es utile. »« J'aime ça, » dit-elle en préparant ses marchandises pour la journée. Esther la suivit jusqu'à l'étal de maïs et prit silencieusement le relais pour attiser le feu. À midi, les gens ont commencé à la remarquer. « Ta nouvelle fille ?» a demandé un client. « Elle a la main. » a simplement répondu Mabel. Esther ne parlait toujours pas beaucoup, mais ses actions le faisaient. Elle allait chercher de l'eau, servait les clients et nettoyait sans se plaindre. Dans les jours qui ont suivi, elle n'a rien demandé, mais a gagné de petits pourboires de la part d'acheteurs satisfaits. Mabel ne posait jamais trop de questions non plus. Elle observait plutôt, et ce qu'elle voyait, c'était une fille aux talons fendillés, aux yeux vifs et à une faim bien au-delà de la nourriture. Un soir, alors qu'Esther était de nouveau allongée sur la natte à l'extérieur, Mabel était assise près de sa porte, se curant les dents avec une brindille de balai. « Tu me rappelles moi-même à ton âge » murmura-t-elle. Esther ouvrit les yeux. « Tes parents t'ont aussi mise à la porte » Mabel gloussa amèrement. « Pire. Mais j'ai survécu. »
Tu survivras aussi. C'était le plus proche qu'aucune d'elles ne s'était jamais ouverte pour l'instant. Chaque matin, alors qu'Esther suivait Mabel jusqu'au carrefour, elle croisait des groupes d'écoliers en uniforme repassés marchant avec des paniers repas et des rires. Elle s'arrêtait toujours pour regarder, même si ce n'était que pour un instant. Leurs livres lui rappelaient ce qu'elle lisait la nuit sous une lampe de poche. La douleur n'était pas seulement pour l'uniforme, c'était pour la structure, l'espoir, la promesse que l'éducation lui avait autrefois donnée. Un après-midi, en nettoyant un vieux panier derrière l'étal de Mabel, elle trouva un manuel d'anglais déchiré, humide et moisi. Soigneusement, elle sécha les pages sur le feu de charbon de bois, les feuilletant la nuit avec une lampe de poche fissurée que Mabel lui avait prêtée. « Tu lis ce livre comme s'il te devait de l'argent », la taquina Mabel un soir. Esther sourit. « Il me doit un avenir », répondit-elle. Mabel ne rit pas. Elle la regarda simplement différemment après ça. Malgré tout, Esther refusait de laisser son cerveau s'empoussiérer. Elle commença à collectionner des livres abandonnés dans les décharges et refusait de se séparer de toute page contenant une phrase complète. Chaque nuit, elle notait les nouveaux mots qu'elle ne comprenait pas et demandait à des clients au hasard à l'étal ce qu'ils signifiaient. Certains l'ignoraient, d'autres souriaient et expliquaient. Lentement, elle reconstruisit son vocabulaire. Un jour, un adolescent du quartier passa en tenant un cahier d'exercice. « Puis-je l'emprunter pour une nuit » demanda timidement Esther. Le garçon parut surpris mais hocha la tête. « Pas de problème. » Cette nuit-là, Esther résolut des équations au clair de lune, griffonnant des réponses dans un cahier à moitié utilisé qu'elle avait trouvé près d'une poubelle. Sa soif d'apprendre devint son nouveau carburant, repoussant le désespoir. Mais au fond, une voix murmurait « À quoi bon ? Tu n'es plus à l'école. » Pourtant, une autre voix, plus silencieuse mais plus féroce, répondit « Mais j'ai toujours un cerveau. » Et ce feu silencieux en elle était le seul professeur dont elle avait besoin. Le soleil de l'après-midi tapait fort sur le marché et Esther était assise derrière l'étal de maïs, utilisant un vieux ventilateur en papier pour rafraîchir la fumée du feu. Elle venait de rentrer d'aller chercher de l'eau pour Mabel quand un homme d'une trentaine d'années s'approcha pour acheter du plantain rôti. Il portait une chemise bleu foncé et des lunettes, ses yeux observant plus que sa bouche ne parlait. « Celui-ci a l'air bien rôti », dit-il en montrant du doigt. Esther l'enveloppa dans du vieux papier journal et le lui tendit poliment. « Tu es toujours aussi silencieuse » demanda l'homme en prenant la monnaie. Esther esquissa un petit sourire. « Je ne parle que lorsque j'ai quelque chose d'utile à dire. » L'homme gloussa. « C'est juste. C'est rare de nos jours. » Au cours des jours suivants, il revint régulièrement, toujours vers la même heure, toujours en observant. Un après-midi, après avoir acheté sa collation habituelle, il s'attarda plus longtemps. « Tu n'es pas comme les autres ici. As-tu déjà pensé à faire quelque chose de plus grand ?» Esther le regarda avec prudence. « Que voulez-vous dire » demanda-t-elle en s'essuyant les mains sur son tablier. L'homme tendit sa carte. « Je m'appelle Monsieur Benson. Je possède un petit atelier de réparation technique à proximité. J'ai besoin de quelqu'un pour aider au nettoyage et aux courses. Ce n'est rien d'extraordinaire, mais c'est stable. Le salaire est petit, mais stable. » Esther hésita. « Je ne connais rien à l'électronique. Je ne te demande pas ça. Je te demande si tu veux arrêter de gaspiller ton feu sur des cendres de maïs. » Répondit-il gentiment. Cette nuit-là, Esther parla à Mabel de l'offre. « Tu lui fais confiance » demanda Mabel en remuant sa marmite. « Il t'observe depuis un moment. » Esther hocha lentement la tête. « Il n'a pas l'air d'avoir le temps de mentir. » Mabel soupira. « Alors vas-y. N'oublie juste pas d'où tu viens. » Le lendemain, Esther a suivi M. Benson jusqu'à un magasin, un espace minuscule rempli de cartes mères, de fils et de l'odeur de métal soudé. « Commence par balayer. Observe simplement tout le reste, » a-t-il dit en désignant un balai. Alors qu'elle nettoyait la poussière du sol, ses yeux ont balayé les étagères, les mains stables du technicien et les écrans affichant des données clignotantes. Elle ne comprenait encore rien, mais quelque chose dans le bourdonnement, la logique et la concentration a fait vibrer sa poitrine d'une manière qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Quelque chose d'important avait commencé. Esther devint rapidement une ombre dans le magasin, balayant ou arrangeant les fils, elle observe. Est attentivement comment il manipulait les pièces délicates en mousse,
remplaçait les écrans cassés et testait les cartes mères. Elle mémorisait les termes qu'elle entendait: condensateur, résistance, firmware, sans poser de questions à voix haute. Elle ne voulait pas attirer l'attention sur sa curiosité pour le moment. Un jour, en nettoyant le coin sous un bureau, elle remarqua un technicien nommé Tind qui luttait avec un téléphone qui n'arrêtait pas de redémarrer. Il grogna de frustration et secoua l'appareil. Esther, qui avait vu un autre technicien réinitialiser un modèle similaire la veille, s'approcha timidement. « Monsieur, je crois avoir vu Monsieur Alibi appuyer sur les boutons d'alimentation et de volume en même temps pour réinitialiser ce genre de téléphone. » Tind la regarda avec surprise. « Tu nous espionnes ?» demanda-t-il en riant à moitié. « Non, monsieur, répondit-elle doucement. Je regarde juste parce que j'aime comprendre. » Il a essayé ce qu'elle a dit, et le téléphone a démarré. Ses yeux se sont écarquillés. À partir de ce moment, Tind lui posait occasionnellement de petites questions. « Tu sais comment s'appelle ce câble? À quoi sert ce port ?» Elle ne savait pas toujours, mais elle rentrait chez elle en courant, faisait des recherches dans un café en bord de route, ou demandait discrètement à quelqu'un et revenait avec des réponses le lendemain. Monsieur Benson le remarqua. Un soir, il la prit à part. « Tu veux apprendre ça correctement, n'est-ce pas ?» Elle hocha lentement la tête. « Beaucoup, monsieur. » Il croisa les bras. « Tu es intelligente, mais il faut plus que de l'intelligence. Il faut de la patience et du cran. Tu as ça ?» Esther le regarda droit dans les yeux. « J'ai vécu de cran pendant des années. Je suis prête à y ajouter la patience. » Il gloussa et hocha la tête. « Viens 1 heure plus tôt à partir de demain. Nous commencerons par les bases avant l'ouverture du magasin. » Le lendemain matin, alors que la ville bâillait encore, Esther était assise à une table en bois, les yeux écarquillés, tandis que M. Benson expliquait les circuits électriques à l'aide d'une horloge murale cassée. Il dessinait des schémas sur du carton, la laissant suivre. Elle prenait des notes furieusement, absorbant chaque leçon comme une terre sèche rencontrant la pluie. Chaque jour apportait une nouvelle étincelle de compréhension. La poussière sur le sol n'avait plus d'importance, car en dessous, quelque chose d'extraordinaire grandissait en elle. Les semaines passèrent, et la présence d'Esther dans le magasin avait évolué. Elle n'était plus seulement la fille avec un balai. Elle était celle que les techniciens appelaient quand ils avaient besoin de tenir un fil, de chercher une batterie, ou même d'une deuxième paire d'yeux. Ses questions devinrent plus pointues, ses idées plus précises. Un matin pluvieux, alors que le tonnerre grondait dehors et que la plupart du personnel était en retard à cause des inondations, un client est entré, paniqué. « Toute mon entreprise est dans cet ordinateur portable », a-t-il dit à bout de souffle, en posant l'appareil trempé sur le comptoir. « S'il vous plaît, si je perds ces données, je suis fini. » Esther était seule avec un jeune technicien, qui admit nerveusement qu'il n'avait jamais manipulé d'appareils endommagés par l'eau. Esther s'avança. « Nous devons sécher la carte mère et éviter de l'allumer. J'ai vu M. Benson le faire avec du riz et de l'éthanol. Je peux essayer. » Le client semblait sceptique. « Vous » demanda-t-il en regardant ses vêtements usés. « Oui, moi » dit-elle avec une confiance tranquille. Avec des mains tremblantes, elle démonta soigneusement l'ordinateur portable, suivant chaque méthode qu'elle avait mémorisée. Les heures passèrent. Le magasin se remplit d'autres personnes qui regardaient en silence. Au moment où M. Benson arriva, elle avait nettoyé la carte mère et l'avait séchée à l'air. Il entra et examina son travail en silence. « Tu as fait tout ça ?» demanda-t-il. Esther hocha la tête, ne sachant pas si elle avait fait quelque chose de mal. Il a branché une nouvelle batterie. L'ordinateur portable a démarré. Le client a eu le souffle coupé. « Ça marche. » « Oh mon Dieu !» Il s'est tourné vers Esther. « Vous venez de sauver mon travail. » Benson posa une main sur son épaule. « Tu n'as pas seulement sauvé un ordinateur portable. Tu as prouvé que tu ne regardes plus seulement, tu agis. » Il regarda autour de lui le personnel qui observait. « À partir de maintenant, Esther assistera sur les réparations pour débutants. » Toute l'équipe applaudit alors qu'Esther restait figée, assimilant ses paroles. Cette nuit-là, elle était assise devant la maison de Mabel, tenant les outils que Benson lui avait offerts, usagés mais fonctionnels. Elle leva les yeux vers les étoiles, et pour la première fois depuis des années, ses larmes ne venaient pas du chagrin. Elles venaient de la fierté, du genre silencieux qui se construit,
pas qui éclate. Elle murmura, « Maman, je crois que j'ai trouvé quelque chose pour lequel je suis douée. » Et dans le silence, c'est comme si sa mère souriait. Le soir après sa première grande avancée, Esther s'assit avec un petit carnet qu'elle avait trouvé coincé sous un banc des semaines auparavant. La couverture était déchirée, mais les pages étaient blanches, propres et en attente. Elle tourna à la première page et écrivit d'une écriture tremblante, « Il ne me voyait pas, mais je voyais tout. » Ce n'était plus seulement une question de technologie. Chaque soir après son travail, Esther retournait à ce carnet, y écrivant ses sentiments comme une personne versant du sel sur de vieilles blessures pour les empêcher de pourrir à l'intérieur. Elle documentait des moments que personne ne lui avait jamais demandé. Le jour où son père avait évité son regard, la façon dont Catherine avait traîné son uniforme scolaire sur le ciment humide, la première fois que son estomac avait gargouillé si fort qu'elle avait cru que c'était un cri. Elle a écrit sur Ryan, non pas avec haine, mais avec confusion. Pourquoi n'avait-il pas parlé? Pourquoi détournait-il toujours le regard quand elle pleurait? Ce n'était pas seulement des souvenirs. C'était la preuve qu'elle avait enduré. La preuve qu'elle n'avait pas imaginé la douleur. Une entrée en particulier se démarquait, intitulée « Si ma mère pouvait me voir ». Dans celle-ci, Esther n'écrivait pas sur la perte, mais sur le désir. « Tu ne les aurais pas laissés me faire ça. » Griffonnait-elle. « Tu m'aurais vu, même quand j'étais invisible pour tous les autres. » Mabel la remarqua en train d'écrire un soir et lui demanda nonchalamment, « C'est ton journal intime ?» Esther secoua la tête. « Non, c'est plus comme. » La carte, Mabel pencha la tête. « Vers où ?» Esther leva les yeux, sa voix ferme. « Vers qui je deviens. » Elle écrivait parfois en code, craignant que quelqu'un ne tombe sur ses vérités. Mais cela l'aidait à rester ancrée. L'écriture lui donnait un espace qui n'appartenait qu'à elle, où personne ne pouvait l'interrompre, l'insulter ou l'effacer. Et même si aucun professeur ne notait ses mots, elle savait qu'elle devenait plus forte avec chacun d'eux. Dans une vie qui avait essayé de faire taire sa voix, Esther avait trouvé sa propre façon de répondre. Pas avec des cris ou de la vengeance, mais avec de l'encre, de la mémoire et un feu silencieux. Mabel était assise dehors un soir humide, observant les passants à travers des yeux plissés tout en mâchant de la noix de cola sèche. Esther était agenouillée à côté d'un bol de fil, les triant par longueur dans le cadre de ses nouvelles tâches à l'atelier. « Tu deviens quelqu'un maintenant, » dit soudain Mabel. Esther leva les yeux. « C'est mal ?» Mabel esquissa un sourire. « Non. Mais c'est dangereux si tu ne sais pas quoi en faire. » Esther fronça les sourcils, confuse. Mabel laissa tomber la noix dans une boîte et soupira. « Laisse-moi te dire quelque chose. La douleur peut te façonner ou te faire pourrir. J'ai vu des gens devenir plus cruels que ceux qui les ont blessés simplement parce qu'ils n'ont jamais guéri. » Esther écouta, les mots la touchant profondément. « Je ne deviendrai pas comme eux, dit-elle doucement. Je serai meilleure. » Mabel hocha la tête. « Alors tu dois décider chaque jour qui tu veux être. N'attends pas d'excuses. N'attends pas qu'ils viennent ramper. Avance, mais ne porte pas leur poison dans ta poche. » Le lendemain, Esther revint du travail avec une enveloppe que M. Benson lui avait donnée, une petite récompense pour son dévouement. Mabel la vit et sourit faiblement. « Tes mains commencent à gagner ce que ton cœur mérite. » Ils s'assirent ensemble dans la faible lueur orangée du crépuscule. « Que feras-tu de ton premier salaire ?» demanda Mabel. Esther la regarda, les yeux doux. « T'acheter un nouveau tabouret. Le tien grince chaque fois que tu t'assois. » Mabel renifla. « Ce tabouret est plus vieux que toi, mais si tu oses le jeter, je te hanterai. » Ils rirent tous les deux et, pour un rare moment, la douleur sembla lointaine. Pourtant, plus tard dans la nuit, en pliant ses vêtements, Esther sortit une vieille photo de sa mère et la fixa. « Elle m'a prévenu de ne pas laisser le monde m'endurcir, » murmura-t-elle. La voix de Mabel résonna dans son esprit. « Sois meilleure, pas amère. » C'est devenu un mantra qu'Esther se récitait silencieusement chaque fois que des pensées sombres lui venaient. Son voyage n'était pas une question de vengeance. Il s'agissait de récupérer l'humanité que le rejet avait tenté d'effacer. Elle ne voulait pas gagner en devenant plus froide. Elle voulait gagner en s'élevant tout en s'accrochant à la chaleur dont sa mère l'avait autrefois enveloppée. À chaque semaine qui passait, les matinées d'Esther devenaient plus vives et ses nuits plus disciplinées.
Elle se levait avant le lever du soleil, revoyait ses notes des leçons de M. Benson et utilisait un téléphone d'occasion fissuré pour accéder à des articles en ligne sur la programmation et le dépannage d'appareils. Elle s'asseyait sur les marches du couloir menant à la cour de Mabel, utilisant le Wi-Fi emprunté du magasin voisin qui fuyait à travers les murs. Tu déprimes ce téléphone comme s'il contenait ton avenir, plaisanta un voisin. Esther sourit poliment, sans prendre la peine de le corriger. Il ne contenait pas seulement son avenir, il en était la porte d'entrée. Le week-end, elle créait des fiches de révision improvisées à partir de cartons, étiquetant des schémas de circuits imprimés et apprenant à écrire du code de base en copiant des tutoriels YouTube ligne par ligne. Elle ne disait à personne ce qu'elle faisait, non par honte, mais parce que le rêve était trop fragile pour être exposé à des gens qui ne le comprenaient pas. Monsieur Benson remarqua le changement, même si Esther ne s'en vantait pas. « Tu es toujours aussi concentré ?» demanda-t-il un matin alors qu'elle organisait des batteries de rechange. « Seulement quand je veux quelque chose très fort, » répondit-elle, les yeux rivés sur son travail. « Que veux-tu » insista-t-il. Esther hésita, puis dit « L'indépendance et la connaissance. » Il sourit. Bonne réponse. Lentement, on lui confiait de vraies tâches, remplacer les ports de charge, analyser les courts-circuits, même parler à quelques clients. Elle s'habillait toujours modestement et parlait doucement, mais il y avait une nouvelle assurance dans ses pas. Même les techniciens plus âgés cessèrent de l'appeler « cette fille » et commencèrent à l'appeler par son nom. La nuit, elle mettait à jour son carnet. Personne ne sait encore ce que je construis, mais quand ils le verront, ils sauront que je n'ai pas perdu les années qu'ils ont essayé de me voler. Sa croissance se faisait en silence, sans applaudissements, sans annonce, juste des pas constants en avant. Elle n'avait pas besoin de validation. Elle avait juste besoin de temps. Et elle avait enfin appris à l'utiliser. La nuit où l'incendie s'est déclaré, le ciel était calme, cruellement calme. Esther venait de rentrer de l'atelier avec une boîte de pièces de rechange que M. Benson lui avait demandé de trier pendant le week-end. Elle les a posées sur la véranda et est entrée pour prendre son carnet. Au moment où elle a ouvert la porte, elle a entendu un « pop » suivi d'un crépitement sec. Elle s'est retournée rapidement pour voir des flammes orange vives s'échapper du côté de la petite cuisine de Mabel. « Mabel » a-t-elle crié, se précipitant dehors. Les flammes ont jailli de la bouteille de gaz, léchant le bord de la fenêtre en bois. Mabel est sortie à moitié habillée, les yeux écarquillés. « Jésus » a-t-elle haleté. Les voisins sont sortis en courant avec des seaux, mais il était trop tard. Le feu s'est propagé rapidement, dévorant la structure fragile comme des feuilles sèches. Esther a aidé à traîner Mabel dehors et loin de la fumée, toussant violemment. En quelques minutes, la petite maison qu'elles avaient partagée, le seul semblant de foyer qu'Esther avait, a été réduite à un squelette calciné. Le lendemain matin, Esther se tenait pieds nus devant les restes, des cendres collées à ses pieds et de la fumée sifflant encore des coins noircis. Mabel s'appuyait contre le mur d'un voisin, enveloppée dans un pagne, le visage creusé par l'incrédulité. Des années, tout est parti en quelques minutes, marmonna-t-elle. Esther s'approcha et s'accroupit à côté d'elle. Nous recommencerons, dit-elle doucement. Nous l'avons déjà fait. Mabel se tourna et la regarda avec des yeux fatigués. Tu ne devrais pas avoir à reconstruire comme ça sans cesse. Esther sourit faiblement. Toi non plus. Cet après-midi-là, elles rassemblèrent le peu qui était récupérable. Esther sortit son carnet, légèrement brûlé sur les bords, et le glissa dans son sac comme s'il s'agissait d'un être vivant. À la tombée de la nuit, elles dormirent dans un coin d'une salle paroissiale offerte par une femme bienveillante du quartier. Esther ne put dormir. L'incendie avait emporté plus qu'une maison. Il avait effacé un sentiment de sécurité. Mais dans la perte, elle découvrit aussi quelque chose que Mabel avait dit une fois. La survie a de nombreux visages. Il suffit de porter le bon à chaque fois. Alors Esther nota cela dans le noir. Je ne laisserai pas le désastre me définir. Seul ce que je ferai ensuite le fera. 2 jours après l'incendie, Esther est retournée à l'atelier, s'attendant à être renvoyée chez elle jusqu'à ce que les choses se calment. Mais dès que M. Benson l'a vue entrer, son expression est passée de l'inquiétude à la résolution. J'ai entendu ce qui s'est passé, a-t-il dit en se levant de derrière le comptoir. Ça va ? Esther a hoché la tête avec hésitation. Mabel et moi sommes en sécurité. C'est ce qui compte le plus. Il lui a fait signe de s'asseoir. Je voulais te parler de toute façon.
La façon dont tu t'es appliqué, la façon dont tu as absorbé chaque leçon, je pense que tu es prête pour plus. Esther parut perplexe. Plus? Il a fouillé dans son tiroir et en a sorti un dossier. Je dirige un petit programme de formation technique le week-end. Je facture généralement des frais, mais j'aimerais t'offrir une place sponsorisée. Tu l'as mérité. Esther cligna des yeux. Pourquoi moi? M. Benson se pencha en avant. Parce que le talent est partout, mais une soif comme la tienne? C'est rare, et je ne veux pas que ce feu s'éteigne. Elle tenait le dossier dans ses mains, le cœur battant. À l'intérieur se trouvaient des formulaires, un syllabus approximatif et un bon pour une trousse à outils de débutant. C'est beaucoup, murmura-t-elle. Monsieur Benson gloussa. Tu en as déjà fait la moitié sans t'en rendre compte. Ça ne fait que l'officialiser. La gorge d'Esther se serra. Pour la première fois depuis des années, quelqu'un ne reconnaissait pas seulement son potentiel, mais y investissait. Merci, monsieur, dit-elle, à peine au-dessus d'un murmure. Merci de me voir. Il la congédia d'un sourire. Va nous rendre fiers. Cette nuit-là, Esther retourna à la salle paroissiale avec sa première vraie boîte à outils à la main. Elle la posa à côté de son carnet et les fixa comme s'ils étaient en or. Ma belle? Dit-elle doucement alors que la femme plus âgée remuait à côté d'elle, quelque chose change. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est comme si la vie écoutait maintenant. Ma belle se tourna avec un demi-sourire. Bien. Parle plus fort alors. Laisse la vie t'entendre clairement. Esther gloussa doucement et se rallongea. Pour une fois, demain ne ressemblait pas à une ombre. Il ressemblait à un chemin. Le programme de formation était intense. Esther absorbait chaque heure avec le zèle de quelqu'un qui court après le temps. Elle ne manquait jamais un cours, restant souvent pour poser des questions longtemps après que les autres soient partis. Les semaines passèrent, et à chaque module, sa confiance grandissait. Un samedi après les cours, elle fit un détour par le quartier qu'elle appelait autrefois sa maison. Cela faisait près de 2 ans qu'elle n'avait pas arpenté ces rues. Les maisons semblaient plus petites maintenant. La route semblait plus étroite. Elle passa devant la propriété d'où elle avait été expulsée, le portail fraîchement peint, les fleurs taillées. Son cœur battait la chamade, mais ses pas ne faiblirent pas. De l'autre côté de la rue, elle aperçut Ryan qui sortait avec son sac à dos. Il était plus grand maintenant, son uniforme impeccable, sa voix plus grave alors qu'il parlait à un ami. À côté de lui, Catherine se tenait les bras croisés, riant de quelque chose sur son téléphone. Aucun d'eux ne la remarqua, et elle ne s'arrêta pas de marcher. Esther tourna au coin de la rue et s'appuya contre un arbre. Ses mains tremblaient, non de peur, mais de souvenir. Les voir intactes, impassibles, comme si de rien n'était, cela la piqua plus qu'elle ne s'y attendait. Elle sortit son carnet et griffonna une ligne. Guérir, ce n'est pas prétendre que rien ne s'est passé. C'est choisir de ne pas rester coincé dans ce pourquoi ils ne se sont jamais excusés. Juste à ce moment-là, son téléphone vibra. C'était un message de Monsieur Benson. Peux-tu préparer la carte de démonstration pour la session de groupe de demain? Tu dirigeras la partie pratique. Esther sourit lentement. La fille qui dormait autrefois sous un kiosque enseignait maintenant aux autres. Elle se redressa, expira et s'éloigna de la rue qu'il avait autrefois brisée. Elle n'avait pas besoin qu'il la voie. Elle s'était déjà vue, et elle était suffisante. Esther se tenait devant le bâtiment de la start-up technologique, tenant sa lettre d'acceptation comme un trophée fragile. À seulement 17 ans, elle avait été sélectionnée pour un poste de débutante après avoir été la meilleure de sa promotion de formation et avoir impressionné ses mentors par sa précision et sa clarté. Le bureau ne ressemblait en rien à l'atelier de réparation. Ici, les sols brillaient, les gens portaient des badges d'identification et les écrans affichaient des tableaux de bord qu'elle n'aurait jamais imaginé comprendre il y a des mois. Elle ajusta son chemisier d'occasion et entra. « Bonjour. Je suis ici pour voir Monsieur Dougton, dit-elle à la réceptionniste, sa voix ferme malgré les nerfs qui lui tordaient l'estomac. Quelques minutes plus tard, un homme en chemise à carreaux et au sourire confiant vint à sa rencontre. « Esther Oladéji » demanda-t-il. « Oui, monsieur. » Il sourit. « Nous vous attendions. Bienvenue chez Bitcore. » On lui montra son poste de travail,
un modeste bureau dans une petite pièce partagée remplie de fiches, d'outils de test et de manuels de code. Sa superviseure, une femme ferme mais juste nommée Mademoiselle Jola, l'assigna à un projet axé sur le diagnostic des circuits téléphoniques. Esther absorba tout. Elle posait des questions en cas de doute et restait tard si nécessaire. Son humilité ne venait plus de la peur. Elle venait du respect du processus. Le 3e jour, Mademoiselle Jola l'a approchée pendant la pause. « Tu apprends vite. » La plupart des stagiaires se la coulent douce. Esther répondit doucement, « Je ne suis pas venue ici pour me la couler douce. Je suis venue ici pour grimper. » Cette nuit-là, Esther est retournée à la nouvelle auberge fournie par l'entreprise. C'était petit, mais il y avait un matelas propre, sa propre clé et un ventilateur qui fonctionnait. Elle a sorti son carnet et a écrit « Aujourd'hui, j'ai commencé à vivre selon mes propres termes. Ce n'est pas la fin de l'histoire. C'est le début de la mienne. » Dans les mois qui suivirent, Esther s'imposa non par le bruit ou un éclata pas accent grave l'œil, mais par une livraison constante. Quand d'autres soumettaient des rapports à moitié faits, les siens étaient vérifiés. Quand les systèmes tombaient en panne, elle posait des questions que personne d'autre ne pensait à poser. Bytecore le remarqua rapidement. Son nom commença à apparaître dans des réunions où elle n'était même pas présente. Monsieur Dougton, l'ingénieur principal, la convoqua dans son bureau un vendredi. « Esther, j'entends que tu as résolu le problème de raté de tension sur le prototype de la série C. » Elle hocha la tête. « J'ai juste suivi la logique du circuit et supprimé une boucle de rétroaction qui n'aurait pas dû être là. » Il l'étudia. « Tu n'as que 17 ans. Où veux-tu être à 21 ans ?» Esther réfléchit un instant, puis répondit, « Dans une pièce où les décisions sont prises et où personne ne se demande si je mérite d'y être. » Elle ne cherchait pas à impressionner qui que ce soit en ligne. Alors que d'autres publiaient des selfies avec des hashtags comme #reine de la tech ou #femmechef, Esther restait invisible en dehors du bureau. Sa victoire n'était pas destinée à faire le buzz. Elle était destinée à durer. Elle passait ses week-ends à examiner les problèmes des clients de la semaine précédente et à s'auto-former sur des logiciels qui ne figuraient même pas dans sa description de poste. Certains de ses collègues commencèrent à le remarquer discrètement. « Elle travaille toujours 2 longueurs d'avance », chuchota l'un d'eux. Son efficacité la rendait impossible à ignorer, et à la fin du trimestre, elle fut promue de stagiaire à associée de projet. C'était un rôle destiné à ceux qui avaient au moins 2 ans d'expérience. Esther célébra avec une tasse d'amala en bord de route et une longue promenade en soirée. Cette nuit-là, elle se tint près de la fenêtre de sa chambre, fixant l'horizon. « Je ne suis pas celle qu'ils pensaient que je serais, » murmura-t-elle. « Je suis quelqu'un qu'ils n'ont jamais imaginé. » Et elle n'avait pas besoin de le crier. Sa croissance parlait plus fort que le bruit ne le pourrait jamais. À 18 ans, Esther dirigeait une unité de jeunes ingénieurs et gérait les délais pour le déploiement des diagnostics sur le produit phare de l'entreprise. Ses journées étaient rythmées par des réunions, ses nuits remplies de notes et de documents stratégiques. Pourtant, elle n'a jamais perdu la grâce qui l'avait portée jusqu'ici. Lorsqu'un nouveau stagiaire a renversé du thé sur une carte de circuit imprimée partagée, tout le monde a grogné. Esther s'est simplement approchée, a sorti une sauvegarde du tiroir et a dit « Les erreurs arrivent. Allons de l'avant. » Cette autorité calme est devenue sa signature. La direction de Bytecore l'admirait non seulement pour son génie technique, mais aussi pour son caractère. Lors d'un sommet sur le leadership, elle a présenté un rapport sur la résilience des produits qui a été applaudi. Un cadre a murmuré à Monsieur Dodin, « Cette fille ira loin. » Il a souri et a répondu, « Elle est déjà à mi-chemin. » À peu près à la même époque, Bytecore a lancé une initiative de stage universitaire en partenariat avec un prestigieux institut de technologie. Esther a été sélectionnée pour superviser le processus de candidature et aider à présélectionner les candidats pour une nouvelle promotion. Alors qu'elle triait les CV un soir, elle s'est figée lorsque ses yeux sont tombés sur un nom familier, Ryan Abayomi. Son cœur ne s'est pas emballé, mais ses doigts se sont arrêtés. Le garçon qui se tenait autrefois silencieusement dans le couloir pendant qu'elle était chassée postulait maintenant pour un poste sous sa direction. Elle a fermé le dossier et s'est assise dans son fauteuil, fixant le plafond. La vie avait une étrange façon de tourner. Elle ne savait pas comment se sentir. Était-ce de la colère? De la pitié? De l'indifférence? Elle se murmura, il sera jugé équitablement, mais je n'oublierai pas qui m'a vraiment fait défaut.
Elle se leva, ferma son ordinateur portable et éteignit les lumières. La décision ne concernait pas Ryan. Il s'agissait du chemin qu'elle avait parcouru et de la grâce avec laquelle elle choisirait de se tenir là où elle était autrefois tombée. Esther était assise en face du jury de stage, son expression indéchiffrable. Les candidats présélectionnés pour la promotion universitaire de Bidcorp étaient convoqués pour des entretiens, et la salle bourdonnait de conversations légères et de jargon technique. Elle avait délibérément gardé le nom de Ryan secret jusqu'au moment où il est entré dans la pièce. Alors que la porte s'ouvrait et qu'il entrait, grand et confiant dans une chemise bien repassée, Ryan s'arrêta net au moment où leurs regards se croisèrent. La confusion envahit son visage, suivie rapidement par l'incrédulité. « Esther » dit-il, à moitié sous le choc. Elle ne sourit pas. Elle ne hocha pas la tête. Elle a simplement désigné la chaise en face de lui. « Asseyez-vous, monsieur Abiyomi. Nous commencerons sous peu. » Le silence qui suivit était épais. Un des autres membres du jury, ignorant l'histoire, a continué à lire le CV de Ryan. L'entretien s'est déroulé de manière professionnelle. Esther est restée objective, posant des questions techniques claires et évaluant les réponses sans parti pris. Ryan, malgré son sang-froid ébranlé, a fait de son mieux pour rester concentré. À la fin de la session, il s'est attardé après le départ des autres membres du jury. « Je ne savais pas que tu travaillais ici », dit-il doucement. Esther se leva, rassemblant ses notes. « Je ne fais pas que travailler ici. Je dirige ce programme », dit-elle en croisant son regard. « J'ai dû gravir une échelle que vous avez regardé abattre. » Les épaules de Ryan tombèrent légèrement. « Je ne savais pas quoi faire à l'époque. J'étais juste un enfant. » Esther s'approcha, son ton calme mais ferme. « Nous étions tous les deux des enfants, mais seule l'une de nous a été jetée dehors dans le froid. » Elle prit une inspiration, puis ajouta, « Tu n'es pas ici à cause de ta mère. Tu es ici parce que tu as postulé et tes compétences seront évaluées. Je ne te punirai pas pour ce que tu n'as pas arrêté. Mais ne t'attends pas à ce que j'oublie. » Sans attendre de réponse, elle sortit, laissant Ryan debout dans l'écho d'un passé qu'il croyait disparu. Le lendemain matin, Esther est arrivée plus tôt que d'habitude et s'est assise tranquillement à son bureau. La rencontre de la veille avait ébranlé quelque chose en elle, pas de la douleur exactement, mais la confirmation qu'elle avait vraiment dépassé son histoire. Elle n'éprouvait pas le besoin de se venger. Elle voulait juste de la clarté. Vers midi, Ryan est apparu à la porte de son bureau, tenant une enveloppe brune. « Puis-je » a-t-il demandé poliment. Elle lui a fait signe d'entrer. Il s'est assis, a posé l'enveloppe sur sa table et a soupiré. À l'intérieur, il y a des photos de l'époque. Tu ne t'en soucies probablement plus, mais je les ai gardées. Esther le regarda surprise. Pourquoi, a-t-elle demandé. Ryan a haussé les épaules. Je ne sais pas. Peut-être parce que je me suis toujours senti coupable. Tu étais ma sœur, et je suis resté là pendant que tu étais humiliée. Elle a ouvert l'enveloppe et a sorti une photo d'eux enfants, Esther avec des nattes, Ryan tenant un jouet. Ses yeux se sont adoucis, mais pas assez pour faire fondre le mur que le temps avait construit. Je ne suis pas ici pour te faire sentir coupable, a-t-elle dit. Je veux juste que tu comprennes que ce que ta mère a fait a changé toute ma vie. Je suis encore en train de me reconstruire. Ryan a hoché lentement la tête. Je te crois, et si je pouvais changer ça, je le ferais. Esther s'est penchée en arrière. Tu ne peux pas. Mais tu peux être meilleur que le silence qui t'a élevé. Il a de nouveau hoché la tête, visiblement affecté. Merci de m'avoir laissé parler. Alors qu'il se levait pour partir, elle a ajouté, si tu obtiens le stage, travaille dur. Mérite-le. N'attends de traitement de faveur de personne, pas même de moi. Ryan a souri faiblement. C'est juste. Honnêtement, plus que ce à quoi je m'attendais. Quand il est parti, Esther est restée assise avec l'enveloppe dans ses mains, fixant les photographies qui appartenaient à une vie qui ne la définissait plus. Elle n'était pas en colère. Elle n'était pas vindicative. Elle était simplement résolue. Et cette paix, inattendue mais bienvenue, est devenue sa force tranquille. Ce soir-là, Ryan rentra chez lui avec un regard qui déstabilisa Catherine avant même qu'il ne parle. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-elle depuis le seuil de la cuisine. Il posa doucement son sac et s'assit sur le canapé.
Tu te souviens d'Esther, demanda-t-il. Catherine fit une pause, ses yeux se plissant. Pourquoi me demandes-tu ça maintenant? Ryan expira, parce qu'elle est en vie. Et elle est la responsable du programme de stage auquel j'ai postulé. La cuillère de Catherine tomba par terre avec un bruit sec. Elle est quoi? Ryan hocha la tête. Elle va bien. Très bien. Elle m'a interviewé hier. Le visage de Catherine perdit sa couleur. Elle recula en trébuchant et s'agrippa au mur pour s'équilibrer. Elle n'est pas censée être près du succès, marmonna-t-elle. Je m'en suis assuré. Ryan se leva lentement. Tu t'es assuré que je le vois aussi. Et maintenant, je travaille sous les ordres de la fille que tu as rejetée. Catherine fit les 100 pas dans le salon, se frottant les tempes. Ça ne peut pas arriver. Elle va nous humilier. Elle va tout détruire. Ryan secoua la tête. Elle n'a même pas élevé la voix. Elle a dit qu'elle ne me tiendrait pas pour responsable, mais elle n'a pas oublié ce que tu as fait. Les yeux de Catherine se remplirent de quelque chose entre la peur et la honte. Je pensais protéger cette maison, murmura-t-elle. La voix de Ryan s'aiguisa, non. Tu protégeais ton ego. Et maintenant, la seule personne que tu as traitée comme de la saleté tient la porte de mon avenir. Le silence qui suivit fut assourdissant. Catherine s'effondra sur le canapé, sa respiration courte. Je dois la voir, m'excuser, expliquer. Ryan lui lança un long regard mesuré. Tu as 5 ans de retard pour les explications. Si tu vas la voir, n'attends rien en retour. Alors qu'il s'éloignait, Catherine resta assise, immobile, engloutie par la gravité d'une décision qu'elle ne pouvait plus annuler, et par le châtiment qu'elle ne s'attendait jamais à affronter. Le lendemain matin, Catherine était assise à la table de la salle à manger, un toast intact devant elle, et une tasse de thé refroidi. Pour la première fois depuis des années, son reflet dans le miroir de la cuisine lui parut étranger. Son visage ne portait aucune suffisance, aucun contrôle, seulement de la lassitude. Elle repassa en boucle les mots de Ryan de la veille, chaque phrase arrachant une couche de sa façade soigneusement entretenue. Elle avait banni une enfant, ne s'attendant pas à ce qu'elle survive sans eux, et encore moins qu'elle s'élève au-dessus d'eux. Je ne pensais pas qu'elle tiendrait une semaine, murmura-t-elle. La honte lui serra l'estomac comme une crampe. Silas entra, habillé pour le travail, et remarqua son état hébété. Ça va, demanda-t-il nonchalamment. Catherine leva les yeux. Savais-tu qu'Esther est en charge de la candidature de Ryan au stage? Silas se figea, sa mallette glissant légèrement dans sa main. Ça, je ne le savais pas, répondit-il. Le ton de Catherine devint cassant. Elle a réussi, Silas. Elle a réussi sans nous. Pour la première fois depuis des années, Silas parut sincèrement déstabilisé. Que veux-tu que je dise, demanda-t-il, les yeux fuyants. Catherine se leva et lui fit face directement. Tu es resté là et tu m'as regardé la mettre à la porte. Tu n'as rien dit. Ne ressens-tu rien maintenant? Silas se frotta le front. Bien sûr que si, mais ce qui est fait est fait. La voix de Catherine se brisa. Elle avait 14 ans. Elle n'avait nulle part où aller, et nous lui avons tourné le dos. Silas baissa les yeux. Je pensais que c'était temporaire. Je pensais qu'elle reviendrait, ou que tu te calmerais. Catherine eut un rire court et amer. Elle est revenue, mais pas à nous. Au pouvoir. Ce mot, pouvoir, resta en suspens dans la pièce. Ce n'était pas seulement le succès d'Esther qui déstabilisait Catherine. C'était le fait que la même fille qu'elle avait autrefois traitée comme jetable avait maintenant l'autorité de changer la vie de son fils, et elle avait fait preuve de miséricorde au lieu de vengeance. Ce genre de force la déconcertait plus que la vengeance ne l'aurait jamais fait. Et dans son cœur, Catherine savait, Esther était devenue tout ce qu'elle avait essayé d'empêcher. Plus tard dans la soirée, Silas était assis seul dans sa voiture après le travail, le téléphone à la main, l'écran allumé avec le numéro de contact d'Esther. Il était enregistré depuis des années, mais jamais utilisé, comme une porte sur laquelle il avait trop peur de frapper. Il fixa son nom pendant des minutes avant de finalement composer le numéro. Il sonna 2 fois, 3 fois, puis la messagerie vocale. Il ne parla pas. Il raccrocha, essaya à nouveau. Toujours la messagerie vocale. À la 3e tentative, il laissa finalement un message. Esther, c'est papa.
je viens d'apprendre. Je ne savais pas jusqu'où tu étais allé. Je suis fier de toi. Je sais que je ne mérite pas ton temps, mais s'il y a jamais de place dans ton cœur, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Il termina l'appel avec une longue expiration, ses mains tremblant. Pour un homme qui se targuait d'être émotionnellement détaché, le poids de l'abandon revenait maintenant en cercle, non pas de ses propres parents, mais de la fille qu'il n'avait pas réussi à protéger. Pendant ce temps, Esther écouta le message vocal dans son bureau plus tard dans la nuit, assise seule sous la lueur fluorescente. Elle ne pleura pas. Elle ne sourit pas. Elle écouta simplement, son visage indéchiffrable. La voix qui se tenait autrefois à côté de son silence semblait maintenant petite, pleine de regrets. Elle se pencha en arrière dans son fauteuil et se murmura, « Maintenant, tu me vois. » La vérité, c'est qu'elle ne détestait pas Silas. Ce qui la hantait, c'était son absence quand elle avait besoin même du plus faible murmure d'amour. Elle a supprimé le message, non par cruauté, mais par clarté. Certains appels n'étaient pas destinés à être retournés. Certaines histoires ne méritaient pas de deuxième chapitre. Elle n'avait pas besoin de ces explications. Elle avait déjà reconstruit son monde sans lui. Pourtant, cette nuit-là, elle leva les yeux au plafond, ne sachant pas si elle devait ressentir la victoire ou le chagrin. Ce qu'elle ne savait pas, c'était ceci. Elle n'attendait plus d'excuses pour valider sa valeur. Elle s'était validée elle-même. 3 jours plus tard, l'assistante d'Esther entra dans son bureau avec une expression nerveuse. « Madame, il y a une femme en bas. Elle dit s'appeler Catherine Abiomi. Elle insiste pour vous voir. » Esther ne broncha pas. Elle ferma lentement son ordinateur portable, se leva et se dirigea vers la fenêtre, regardant la réception en bas. Là, assise sur le bord d'un fauteuil du hall, se trouvait Catherine, vêtue d'un chemisier à fleurs, serrant son sac à main comme si c'était le dernier morceau de sa fierté. Dites à la sécurité de rester professionnelle. Elle ne montera pas, dit doucement Esther. L'assistante hocha la tête et sortit. Catherine attendit, les jambes tremblantes, les yeux balayant chaque son d'ascenseur, chaque pas. Quand personne ne vint, elle s'approcha de la réceptionniste. « Êtes-vous sûr qu'elle a reçu le message ?» La réceptionniste répondit fermement. « Mademoiselle Esther nous a demandé de vous informer que toute préoccupation doit être adressée aux ressources humaines. Elle n'est pas disponible pour des réunions personnelles. » La gorge de Catherine se serra. « S'il vous plaît, juste pour 5 minutes. Je suis sa belle-mère. » La réceptionniste offrit un sourire répété. Même ainsi, la politique de l'entreprise s'applique à tout le monde. Catherine recula lentement, désorientée. Elle sortit, la lumière du soleil l'aveuglant un instant, la honte l'envahissant comme une lente vague. Le bâtiment derrière elle se dressait, grand, poli et fier. Tout ce qu'elle avait autrefois pensé qu'Esther ne pourrait jamais devenir. Depuis la fenêtre du 3e étage, Esther la regarda partir. Pas avec satisfaction, non avec. Juste avec certitude. Elle n'était pas cruelle. Elle protégeait la femme qu'elle était devenue. Alors qu'elle retournait à son bureau, son assistante réapparut. « Dois-je enregistrer la visite ?» Esther hocha la tête. « Oui, mais marquez-la comme non critique. » Sur ce, elle prit sa tablette et reprit l'examen des graphiques de performance de son équipe. Le passé avait frappé, mais elle avait choisi de ne pas ouvrir la porte. Pas par vengeance, mais parce que le présent qu'elle avait construit n'avait plus de place pour ceux qui l'avaient autrefois enterré dans le silence. Un dimanche matin tranquille, Esther est revenue d'une conférence et a trouvé une enveloppe brune glissée sous sa porte. Son cœur a raté un battement. Son nom était écrit de l'écriture cursive inimitable de Mabel. Elle n'avait pas eu de nouvelles de la femme depuis des semaines, et un sentiment d'urgence la saisit alors qu'elle la déchirait. À l'intérieur se trouvait une lettre manuscrite sur du papier crème doux. La première ligne disait « Je ne voulais pas que tu apprennes ça de quelqu'un d'autre. » Mabel a expliqué que sa santé avait décliné. Elle était maintenant dans un hôpital communautaire de l'État d'Auguin, diagnostiquée avec une maladie pulmonaire chronique. « Ne panique pas, a-t-elle écrit. Ce n'est pas un adieu. Mais je voulais te dire quelque chose pendant que j'ai encore la force de le dire franchement. » Esther s'est assise lentement alors que la ligne suivante la transperçait. Pardonne-leur, mais n'oublie pas ce qu'ils t'ont fait ressentir. Mabel a continué à raconter ses propres regrets, comment elle a laissé l'amertume l'endurcir dans ses premières années.
ça m'a coûté des amis, des chances, même la paix. Je ne veux pas que tu perdes ce que j'ai perdu. Esther a lu la lettre encore et encore, ses mains tremblant. La femme qui lui avait autrefois donné du maïs brûlé et un endroit où dormir la guidait maintenant à nouveau de son esprit depuis un lit d'hôpital. Mabel a conclu la note avec « Tu n'as jamais été brisée, Esther. Tu étais juste enterrée, mais tu as poussé. » Des larmes ont coulé sur les joues d'Esther alors qu'elle pliait doucement la lettre, la plaçant à l'intérieur de son journal. Ce soir-là, elle a appelé l'hôpital, a parlé à une infirmière et a pris des dispositions pour que des articles de soins soient envoyés immédiatement. Dites-lui que j'RS. Eu la lettre, a dit Esther au téléphone, et dites-lui que j'écoute. Plus tard, alors qu'elle était assise sous sa lampe de lecture, Esther a murmuré, tu m'as sauvée, ma belle. J'espère juste que tu le sais. Elle a mis à jour son journal cette nuit-là, non pas avec un plan ou une liste, mais une simple promesse. Je protégerai mon cœur, mais je ne le laisserai pas se transformer en pierre. Pour la première fois depuis des semaines, elle a dormi profondément, non pas en tant que patronne, non pas en tant que fille qui s'est relevée, mais en tant qu'être humain qui avait encore quelqu'un à appeler chez elle. Ryan a frappé doucement à la porte du bureau d'Esther un après-midi, ne tenant aucun dossier, aucun ordinateur portable, juste un visage silencieux et des yeux hésitants. Elle a levé les yeux de son écran, a hoché la tête une fois et lui a fait signe de s'asseoir. Ce n'est pas à propos du travail, a-t-il commencé. Je ne suis pas ici pour défendre ma mère. J'avais besoin de te parler en tant que personne. Esther s'est penchée en arrière dans son fauteuil, curieuse mais indéchiffrable. Alors parle, a-t-elle répondu. Ryan a pris une inspiration. J'ai beaucoup réfléchi. À quel point j'étais silencieux quand les choses se passaient. À comment je t'ai regardé souffrir et n'ai jamais rien dit. Je ne savais pas à quoi ressemblait le courage à l'époque, mais je le sais maintenant. Esther a croisé les bras. Le silence est une forme de trahison en soi, Ryan. Tu ne m'as peut-être pas poussé dehors, mais tu n'as pas non plus empêché la porte de se fermer derrière moi. Ryan hocha lentement la tête. Je sais, c'est pourquoi je ne te demande pas pardon. Je veux juste te dire merci, de ne pas avoir transformé cette douleur en punition. De m'avoir traité avec plus d'équité que je ne le méritais. Il y eut un long silence entre eux. Finalement, Esther parla. Je ne te déteste pas. J'ai détesté à quel point il était facile pour tout le monde de passer à autre chose sans moi, mais j'ai fait la paix avec ça, non pas parce que j'ai reçu des excuses, mais parce que je me suis donné la vie que personne ne pensait que je pourrais construire. Les yeux de Ryan brillèrent légèrement. Tu as fait plus que construire. Tu es devenu le genre de leader que j'admire, et pas seulement à cause de ton titre de poste. Esther expira profondément, la tension s'apaisant légèrement de ses épaules. Je n'inviterai plus jamais le passé à dîner avec moi, Ryan. Mais je ne punirai pas non plus ceux qui marchent différemment de ceux qui m'ont blessé. Ryan se leva, sa voix plus basse maintenant. Tu es plus forte que nous tous réunis. Esther secoua la tête, pas plus forte, juste marquée et toujours debout. Alors qu'il quittait la pièce, elle resta assise un moment, regardant par la fenêtre. Cette conversation n'a rien réglé, mais elle lui a rappelé que sa force n'avait pas besoin d'être dure. Elle pouvait aussi être gracieuse, et toujours puissante. La réunion trimestrielle du personnel approchait, et tous les chefs d'équipe devaient évaluer les performances de leurs stagiaires. Le bureau d'Esther était silencieux alors qu'elle parcourait les fichiers numériques, le nom de Ryan parmi eux. Son travail avait été propre, efficace et constant. Il avait soumis ses travaux en avance, posé des questions intelligentes et pris des initiatives, sans jamais essayer d'utiliser leur passé comme levier. Son doigt plana un instant sur le formulaire d'évaluation, puis elle cliqua sur « Recommander pour le maintien » et saisit ses remarques. Fiable, curieux, constant. Elle se pencha en arrière et se sourit. Il n'y avait aucune méchanceté dans la décision, aucune hésitation. Son choix était professionnel et personnel. Plus tard dans l'après-midi, elle rencontra Ryan dans le couloir. « Vérifie tes emails en rentrant chez toi », dit-elle sans expression, « et prépare-toi pour le prochain trimestre. » Il cligna des yeux. « Tu m'as gardé. » Elle hocha la tête. « Tu n'as rien fait pour justifier le contraire. » Ryan resta sur place, visiblement ému. « Merci, Esther. Tu ne sauras jamais à quel point cela compte. » Elle fit une pause, puis se tourna vers lui. « Souviens-toi juste,
cette grâce n'est pas parce que j'ai oublié. C'est parce que j'ai choisi de ne pas laisser la voix de ta mère résonner dans mon leadership. Il hocha solennellement la tête. Je te rendrai fier. Esther se retourna et s'éloigna, ses talons claquant doucement sur le sol carrelé. En arrivant à son bureau, elle leva les yeux et surprit son reflet dans la porte vitrée, posée, calme, et n'étant plus la fille qui se battait pour être vue. Elle était une femme qui prenait des décisions avec clarté, pas avec émotion. Une leader, pas une victime. Et alors qu'elle s'asseyait à son bureau, le poids de tout cela ne lui semblait plus lourd. C'était juste. Le chapitre ne portait pas sur la vengeance. Il portait sur le contrôle. Et à ce moment-là, Esther l'avait, non pas sur les autres, mais sur elle-même. C'était sa vraie victoire. La semaine suivante, Esther a reçu un message inattendu dans sa boîte de réception. Pas de nom, pas de salutation, juste l'objet, s'il vous plaît, lisez. Elle a failli le supprimer, mais la curiosité l'a emporté. L'expéditeur était Catherine. L'email était bref, presque désespéré. Je n'attends pas de pardon, mais je suis hanté par le silence entre nous. Pas un jour ne passe sans que je pense à ce que j'ai fait. Tu méritais l'amour, et je t'ai donné l'exil. Je sais que j'ai perdu toute place dans ta vie, mais j'avais besoin que tu saches que je suis désolé. Esther l'a lu 3 fois avant de fermer l'ordinateur portable. Il n'y avait pas de colère dans sa poitrine, juste une douleur creuse, du genre qui persiste non pas à cause de la douleur, mais à cause de choses depuis longtemps irréparables. Elle est restée assise longtemps avant de sortir une page blanche de son journal et d'écrire sa réponse non pas sur un clavier, mais à la main, comme si sceller l'émotion dans l'encre la rendait plus sacrée. Cette nuit-là, elle a numérisé la note manuscrite et l'a renvoyée. Catherine, merci d'avoir écrit. Je ne te déteste pas. J'ai simplement dépassé le besoin de tourner la page avec quelqu'un qui m'a refusé un abri quand j'étais la plus vulnérable. Tu ne me dois rien, et je ne te dois pas de retour dans ma vie. Je ne te rejette pas, je me préserve. Prends cela non pas comme une punition, mais comme la paix. Nous en avons toutes les deux besoin. Elle a cliqué sur envoyer, puis s'est penchée en arrière et a expiré. Il n'y avait aucune satisfaction à refuser l'accès à Catherine, seulement un sentiment tranquille de justice. Esther avait construit sa vie sans permission, sans applaudissements, et maintenant elle la protégeait avec la même force. Elle n'avait pas besoin de rouvrir de vieilles blessures. Elle n'avait qu'à protéger la guérison. Elle éteignit la lumière et murmura dans l'obscurité. Ça se termine ici, et je suis toujours entière. Ce n'était pas seulement une clôture, c'était une libération. Le matin de son 19e anniversaire, Esther fit une lente promenade dans son ancien quartier, non par nostalgie, mais comme un bilan tranquille avec le passé. Elle portait une élégante robe bleu marine et des talons bas qui claquaient doucement sur le trottoir. Son visage était calme, radieux et sans fardeau. En passant devant la propriété d'où elle avait été expulsée, elle remarqua que le portail était ouvert et qu'une jeune fille, peut-être de 13 ans, était assise à l'entrée en se tressant les cheveux. La fille leva les yeux et sourit. Esther lui rendit son signe de tête chaleureusement. Personne d'autre ne la reconnut, et c'était très bien. Elle n'était pas là pour être vue. Elle était là pour marcher librement, sans le poids de l'histoire lui serrant la gorge. Chaque pas semblait symbolique, non pas d'un triomphe sur les autres, mais d'une appropriation de soi. Plus tard dans la journée, elle retourna à son appartement et se tint devant le miroir. Elle ne vit pas la fille qui mendiait autrefois de la nourriture ou l'adolescente qui soudait des circuits imprimés cassés avec des mains tremblantes. Elle vit une femme qui avait fait face à la trahison et ne s'était pas brisée, qui avait construit son avenir à partir de fragments que d'autres avaient rejetés. Son téléphone vibra, un message du fondateur de Bytecore, prêt à diriger le projet d'expansion de Lagos. Je ne vois personne de mieux. Elle sourit et répondit simplement, construisons. Avant de se coucher, elle s'assit avec son journal et écrivit, il y a des victoires qui se produisent en silence. La mienne n'a jamais été une question de vengeance, il s'agissait de récupérer le pouvoir sans avoir besoin de le prouver, et je l'ai fait. Alors que la nuit s'approfondissait, Esther était allongée dans son lit, n'attendant pas d'excuses, ne s'attendant pas à ce que le passé revienne, et n'ayant pas peur de ce qui allait suivre. Le monde lui avait autrefois fermé ses portes, mais elle avait trouvé un autre moyen d'entrer et avait construit le sien, avec grâce, avec feu, avec son nom intact. Voici le verset de la Bible, Psaume 118, verset 22, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle.
Explication, ce verset reflète parfaitement le parcours d'Esther. Elle a été rejetée, abandonnée et sous-estimée, mais elle est devenue le fondement même dont les autres auraient besoin. Sa valeur n'a pas diminué parce qu'elle a été rejetée, elle a été révélée parce qu'elle a enduré. Ce qu'ils ont rejeté, Dieu l'a élevé. Morale de l'histoire. Être oublié ne vous rend pas sans valeur. Parfois, les gens qui vous effacent sont simplement trop petits pour porter votre grandeur. Votre force ne réside pas dans la force avec laquelle vous revenez, mais dans la discrétion avec laquelle vous vous élevez au-dessus d'eux. C'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris de cette histoire? Déposez vos pensées dans la section des commentaires. Laissez un « j'aime ». Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications de publication, afin d'être averti chaque fois que nous publierons nos prochaines vidéos. Partagez également cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait être intéressé. Merci beaucoup d'avoir regardé, et je vous verrai dans la prochaine vidéo.